besoin, justement. Absolument. Et ces gens-là n'ont pas ces avantages-là. Et voilà pourquoi ils vont manifester ce matin devant l'Assemblée nationale vers 11h. Il y aura une conférence de presse aussi afin de demander au gouvernement libéral de déposer la loi, de régler cette question-là avant même les élections qui doivent se déclencher bientôt d'ici l'automne. Et Intexto avait réalisé un reportage sur la situation de ces gens-là, avait même discuté avec le porte-parole de l'association, Jacques Dago, qui sera d'ailleurs devant l'Assemblée nationale, qui expliquait qu'est-ce qu'il demande au gouvernement et c'est quoi la situation, qu'est-ce qui arrive dans des cas où des travailleurs temporaires qui n'ont pas de protection, qui n'ont pas d'avantages sociaux, qu'est-ce qu'ils vivent. Et on avait rencontré justement un demandeur d'asile qui n'avait même pas de papier encore. Et qui était victime... Qui n'avait pas de permis. Qui n'avait pas de permis et qui était victime de cette situation-là, d'absence de loi ou de règlement ou absence d'encadrement des agences de placement. Écoutons. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Non, sorti métro? Oui, nous allons sortir, je suis acheter, on me préparer pour faire Freddy, aller dans Il m'a interpellé au métro Namur. Je lui ai dit que je n'avais pas encore de permis de travail. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, viens travailler. Comment, je n'ai pas permis de travail, comment faire? Je dis, oui, non, il n'y a pas de problème, et puis juste m'aller, et puis m'aller arriver, fait. Après avoir passé 6 ans au Brésil, traversé 12 pays de l'Amérique latine pour transiter aux États-Unis avec sa femme, Rolny, 32 ans, est arrivé au Canada à l'été 2017. Il n'avait que 3 mois ici lorsqu'un chasseur de bras l'emmène travailler chez Olimel pour le compte d'une agence de placement. 3 jours après son arrivée à l'usine, le demandeur d'asile est affecté à une machine. Bon. Je ne vais pas recevoir la formation. Juste, c'est son chef qui vient prendre moi là dans le travail, chef là vient prendre me dit oui, mais pas gain. Je n'ai pas eu de formation préalable. Un superviseur m'a seulement dit quelqu'un n'est pas rentré aujourd'hui. Tu dois le remplacer. Je dis oui, allez travailler et puis problème non arrivé fait. Comment monsieur? On va dire tout pour ça sortir. C'est comment doit être la manger, c'est bouer et puis on fait greffe là sur lui. On pèse sur lui là après ça, ça fait j'arrête. J'arrête moi qui blessé tout. Ah ouais? Avec yo couper morceau dans j'arrête, yo couper dans j'arrête là, puis on fait greffe là. Selon les médecins, Rolny ne pourra pas recouvrer l'usage de sa main droite pas avant 1 an et demi environ. Or, peu après l'accident chez Olimel, ce soudeur de profession a reçu son permis de travail, aujourd'hui classé dans un tiroir. Planifier moi avec un de l'autre compagnie de gain parce que nous sommes professionnels dans soudi. Je dis moi quel que soit l'aime je permis de travail là et puis aller et après moi pour me souder parce que je fais partie étant moi au Brésil là je travaille dans soudi. Au Brésil, je travaillais comme soudeur sur les bateaux entre autres. J'avais étudié pour cela au Brésil et je suis venu avec mon diplôme de soudeur au Canada. Il y a une compagnie qui attendait juste que j'ai mon permis pour aller travailler et l'accident est arrivé. Je suis assuré moins bien pour me continuer à travailler sur lui. Mais pour les accidents viennent arriver fait. Sans papier et invalide, Rolny se trouve coincé financièrement avec une femme ici au Canada et un enfant en Haïti. Ouais. Pour me payer métro, pour m'acheter silicone, je vais les silicones, je fais m'acheter. Chaque fois, les silicones, je vais 20 $. M'acheter, je mettre sous main pour permettre mes en soi. Ok. Ça très grave, moi, bon. Yes. Ah, c'est vous qui obligez à acheter, il n'y a pas fourni ici? Non, je dis moi, gouvernement. Et il s'est promis qu'à l'automne 2016, il devait avoir un projet de loi qui devrait être déposé à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, nous, on attendait ce projet de loi et jusqu'à présent, on n'a aucune nouvelle. Jacques Dago est porte-parole de l'Association des travailleurs et travailleuses temporaires d'agences de placement. Il invite les victimes de ces genres de situations à porter plainte auprès de la CSST. D'ailleurs, son association, grâce au travail de ses avocats, a établi une jurisprudence en la matière voilà quelques années.
Bon, on a gagné déjà un cas comme ça, mais vous savez que selon la loi, la personne n'a pas le droit de travailler. Et pour payer ça, c'est que la rencontre que nous avons eue au ministère du Travail, nous avons posé ce problème. Alors, ils nous avaient répondu que c'était compliqué parce que à partir du moment où vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas le droit de travailler. Donc, en principe, ça devrait pas marcher. Mais nous, on s'est dit que c'est pas la faute de la personne qui travaille, c'est aussi l'agence qui l'embauche. Et nous, par conséquent aussi, on demande la co-responsabilité de l'agence et de l'entreprise. Depuis plusieurs mois, l'Association de travailleurs d'agences de placement discute avec le ministère québécois du Travail sur différents changements à apporter à la loi sur les normes actuelles. On parle de 4 modifications majeures. L'association souhaite que les travailleurs d'agences de placement soient engagés directement par l'entreprise cliente à un poste permanent après 3 mois de service continu, obtiennent le même salaire que les employés permanents de l'entreprise cliente pour un même travail, qu'ils aient accès aux services gouvernementaux, incluant le droit de porter plainte auprès de la Commission des normes, peu importe leur statut d'immigration. Et enfin, l'association demande une co-responsabilité des agences de placement et des entreprises clientes en matière de normes de travail, de la santé et de la sécurité des travailleurs. Les agences disent que quand la loi sur les normes de travail a été créée, elles n'existaient pas encore. Donc, elles ne rentrent pas dans le cadre de cette loi. Alors, il y a beaucoup de problèmes, il y a un vide juridique à ce niveau-là. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Alors, François. Oui, bonjour Jean-Denis, bonjour Jean-Tom. Bonjour François, bienvenue. Oui. Mais ça va pas aussi bien pour les travailleurs temporaires, comme on vient de l'entendre. Pas du tout. Hier, on en a parlé. Là, c'est notre facette que vous avez abordée ce matin. Et ça permet de voir effectivement que la situation n'est pas haute du tout pour ces gens-là. Qui sont obligés, de toute façon, ça a été vraiment une erreur de l'agence de placement. Parce qu'on n'aurait pas dû embaucher des travailleurs sans avoir son permis et puis en même temps sans lui donner une formation de base. C'est clair. Malheureusement, il y a tout ça. Et puis ce matin, l'association va manifester devant l'Assemblée nationale. C'est ce matin. Ça se passe à partir de 11h30. Là. Oui, c'est ça. Et j'espère que, par exemple, le traitement que ce monsieur-là subit, ce n'est pas payé par l'État ou par les... Ça, c'est discutable, François. Bon, on reviendra là-dessus. Alors, ce matin, on va aborder la question des visas des visiteurs. Ah bon, il y a un très beau article qui est paru dans le journal Le Métro qui parle de la situation des Vénézuéliens. Souvent, on pense que le gazon du voisin est plus vert que le nôtre. Mais je dis ça parce que souvent, nos compatriotes pensent que c'est seulement en Haïti qu'on donne des refus. Alors, la communauté vénézuélienne à Montréal se plaint de ne pas pouvoir accueillir ses proches pendant l'été parce qu'il y a un fort taux de refus pour les Vénézuéliens. Ah bon? Pourquoi? Et on dit que la situation économique, la situation politique, alors, on prend un exemple, c'est une dame qui s'appelle Mimi Juana Fuentes. Elle a fait une demande de visa pour sa sœur qui devait venir. Sa sœur travaille au Venezuela, a un beau poste, a une famille, a des biens. Et on a refusé la demande. Et le seul motif, c'est la raison de la visite. On dit qu'on ne comprend pas la raison de la visite. OK? Alors, et pourtant, la sœur avait dit qu'elle va venir pour 15 jours. Tout a été précisé. Alors, ce que la sœur a fait, c'est qu'elle a été devant la cour d'appel pour porter plainte, pour contester la décision
de refus du visa de visiteur. Ok. Et c'est là qu'elle va apprendre qu'on a refusé la demande parce qu'on craint que cette sœur-là vienne pour faire une demande d'asile au Canada. Ah bon? Je comprends pas. Alors, l'histoire ne finit pas là, c'est que une fois qu'on a fait ça, alors le ministère de la Justice du Canada immédiatement a demandé à la sœur de laisser tomber l'appel et on va réévaluer la décision au bureau de visa au Mexique. Alors maintenant, elle attend. Alors vous voyez, parce que si la Cour fédérale avait pris une décision, cela aurait fait jurisprudence et maintenant beaucoup de personnes pourraient utiliser cette jurisprudence-là pour contester cette décision. Le gouvernement veut éviter d'en arriver là. Oui, alors ce qu'il a fait, il a appelé la sœur pour dire de ne pas continuer avec l'appel. Et là maintenant le dossier est en train d'être réévalué au Mexique. Alors, je donné des chiffres. Vous voyez, souvent, c'est sûr que le visa reste demeure un privilège, une courtoisie. Là, on est d'accord avec ça. Des fois, les agents aussi abusent. Donner des chiffres, parce qu'ils ont dit que généralement, on refuse des visas en fonction du nombre de personnes de ce pays-là qui font des demandes de visa. Ouais. Il faut des demandes d'asile, excusez-moi. Au Venezuela, on a dit qu'il y a eu de septembre 2017 à février 2018 4687 personnes qui ont déposé des demandes de visa de visiteurs. Okay. Ils ont refusé 2771, soit 300%. Wow. Vous voyez, en Colombie, il y en a qui ont fait des demandes, ils ont accepté 80% pour la Colombie. L'Argentine, ils ont accepté 97%. Wow. Et là, maintenant, on fait la comparaison avec les demandes de visa et les demandes d'asile. Ici, au Canada, il y a eu 1321 demandes d'asile pour les Colombiens. Et la commission de l'immigration a accepté 510. Pour le Venezuela, il y a eu 1240. On a accepté 393. Wow. Et pourtant, le taux d'acceptation de la Colombie est 3 fois plus élevé que le Venezuela. D'acceptation de demande de visa. Oui. Pour la Colombie. Alors, on se dit que si on se base sur la question d'asile, la Colombie et le Venezuela devraient être au même niveau. Oui, ouais. C'est clair. On ne devrait pas avoir un taux de refus de 60% au Venezuela et 20% oui. en Colombie. Mais François, c'est pas la même situation, le Venezuela et la Colombie. C'est pas le même type de danger que ces gens-là pourraient subir. Au Venezuela, il y a une situation politique, très volatile. Depuis le décès de Hugo Chavez. Mais alors qu'en Colombie, c'est plus la violence liée aux gangs, à la drogue ou des choses comme ça. C'est pas lié à des situations politiques. Oui, mais le ministère de l'immigration et de l'UMA ne dit pas la même chose. Le ministère dit qu'on a des critères pour tous les pays qui sont les mêmes. Mais voilà, ça devait être comme ça normalement, non? Oui, c'est ça. Il dit que on se base sur 2 points. L'objectif de la visite et les liens qu'a la personne dans son pays d'origine. Par exemple, la famille, la situation. Ça veut dire qu'on ne se base pas sur la situation politique qui est volatile, qui est difficile. Ça, on sait que le Venezuela vit une situation extrêmement difficile. Mais dans l'objectif de la loi, on regarde la raison de la visite, on regarde les liens de la personne, l'attachement de la personne avec son pays d'origine. Mais ce n'est pas ce qui arrive avec le Venezuela. On refuse beaucoup de cas. Et là maintenant, la Cour d'appel allait se pencher sur ce dossier-là. Parce que quand on va à la Cour d'appel, ce qui arrive d'abord, on doit avoir une autorisation pour porter le cas en appel. Ils ont déjà eu cette autorisation-là. Mais il fallait faire le contrôle maintenant. Cela n'a pas été fait parce que le ministère de la Justice du Canada a demandé à la sœur
laisser tomber cet appel, et là maintenant on va réévaluer, on va voir, et moi je me dis, à qui dit 86%, on va accepter ce Ben oui, qui dit réévaluer, c'est accepter. Ouais. Pas nécessairement. Ben, on va voir. Pas nécessairement, mais on va voir. Mais en Haïti, c'est quoi le pourcentage, François? Je serais curieux de savoir. À mon avis, c'est presque la même chose que le Venezuela s'il se met à plus élevé. Parce que en Haïti, on se base sur le fait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens. Parce que parmi les 5 pays qui ont le plus grand nombre de demandeurs d'asile, Haïti fait partie. Oh. Ça veut dire que Haïti fait partie, ça veut dire que là, on se retrouve Haïti, le Nigeria, et on a le Congo, et c'est ce pays-là qui font des demandes d'asile. Okay. Alors, normalement, le taux avoisine autour de 80%, 60%. Ça veut dire que c'est la situation. Alors maintenant, on se pose la question, on dit oui, c'est ce que l'avocat de cette dame qui a dit, le Canada se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Il y a d'une part un discours attrayant de M. Trudeau qui dit on peut venir, on peut visiter, il y a le programme de super visa. En même temps, il dit à tous ceux qui fuient la persécution, venez, ça veut dire qu'on vous accueille. Et en même temps, on a un système ouvert public pour l'immigration. Alors on dit que c'est un double discours, ça veut dire qu'on donne l'impression que le Canada est très ouvert, il est très accueillant, mais pendant ce temps, on voit que la situation est extrêmement difficile. C'est très relatif à lire dans le journal Le Métro. Ça veut dire que vous allez voir, ça parle de la situation de visa de visiteurs pour les personnes et ça fait vraiment triste quand on voit des cas. Et on comprend que les gens, pour la plupart, ils viennent et ne retournent pas. Ça, le Canada doit se protéger, mais il y a des cas, on dit, on devrait avoir plus de... On devrait analyser le dossier avec plus de rigueur. OK? OK. Ensuite, c'est terminé ou bien? Non. Ben, est-ce que tu as une autre nouvelle pour nous? On a aussi un article de la présidente de Médecins sans frontières qui lance vraiment un message assez pathétique. Il crie la sonnette d'alarme sur la situation précaire pour les 60 millions de migrants à travers le monde, les personnes qui sont en déplacement. Alors, elle dit que le Canada devrait se mouiller à la rencontre du G7. À la rencontre du G7, vous savez que les pays vont être là. On a invité également le président haïtien, qui sera là également, M. Jovenel Moïse. Alors, on dit 60 millions de personnes en déplacement. Mais savez-vous ce que l'Union européenne fait? Moi, j'étais vraiment abasourdi quand j'ai entendu ça. Actuellement, l'Union européenne est en train de financer des pays comme la Libye et la Turquie pour empêcher aux migrants de traverser l'Europe. Ouais, ça on a entendu parler justement. On donne de l'argent et on met tous ces gens-là en prison dans des conditions exécrables juste pour ne pas traverser l'Europe. Alors, Médecins sans frontières a dit non, au XXe siècle, on ne peut pas assister à des personnes. D'abord, Médecins sans frontières a protesté, elle n'a pas aussi l'aide de l'Union européenne, parce qu'elle dit que non, on ne peut pas accepter l'aide de l'Union européenne à tout ça. On donne de l'argent et on prend les gens, on les met dans des conditions exécrables avec pour seul but de ne pas traverser, de ne pas venir en Europe, de laisser l'Europe tranquille. Alors, elle dit qu'on est passé au XXe siècle de l'ère de raison humanitaire à l'ère de sécurité des frontières. Quand on ne parle plus d'humanité, on ne parle plus de protection des gens, maintenant c'est la sécurité au niveau des frontières. Alors, elle dit que au niveau du G7, le Canada devrait aborder la question 60 millions de personnes en déplacement. C'est beaucoup. Ça veut dire que c'est à peu près 6 fois la population du Québec. Et encore là, elle dit que si on ne fait rien, on va continuer à avoir ces problèmes-là. Elle dit que l'histoire d'une personne qui meurt, c'est un drame. Mais l'histoire de 60 millions de personnes en déplacement, ça, c'est la statistique, et personne ne s'en occupe. Voilà. Ben,
Merci beaucoup, François. Je rappelle que tu diriges la firme Vision Max Service spécialisée en immigration. Et si vous avez des questions beaucoup plus précises pour François, il faudra l'appeler. Vous pouvez voir les coordonnées de François qui défilent à l'écran pour ceux qui suivent sur Facebook. Je sais qu'il y en a énormément qui suivent des États-Unis, de la France, d'un peu partout, et même du Brésil, et d'ici au Canada en majorité. Voilà, merci François. Merci, merci, Tom, et puis à demain. Tout sur l'immigration. Tout avec François Jean-Denis. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-I 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. – 7h30, vous suivez le magazine Nos Nouvelles sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM et également sur Facebook en direct, en différé sur WhatsApp et YouTube. Pour vos commentaires, texte ou audio, 438-395-1256. Ce sont les nouvelles d'Haïti qui entrent chez vous pour l'instant. Ils sont partis, c'est fini. Ouais, c'est pas fini. La session. Au moins, ils sont en vacances. C'est fini la session. Hein? Oui, la session était bel et bien terminée. Hier, c'était la séance pour clôturer la session. Beau bilan, maigre bilan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire ou pas? Beaucoup de palabres, beaucoup de discussions. Oui. Ok. Génial. Donc, dans son discours, justement, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Lambert, a mis l'accent sur plusieurs points et parmi eux, les élections. Qu'est-ce qu'il a expliqué? C'est qu'il va falloir qu'on fasse ces élections maintenant sans les Nations Unies, sans la MINUSTAH. Ça, c'est un problème. Ça ne devait pas l'être. Parce que, justement, c'est la MINUSTAH qui transportait les boîtes d'urnes, qui les sécurisait. Mm-hmm. Ok, maintenant, on aura la responsabilité seule de tout ça. Est-ce qu'on va faire confiance à la police nationale pour faire ce travail-là ou pas? Ça a l'air que le sénateur du Sud-Est, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, il semble s'inquiéter de ça. Il appelle justement les autorités à garder à l'esprit qu'on sera seul. On sera seul, pour organiser ces élections-là. Mais on va l'écouter. Oui. Car depuis 15 ans, c'est la première fois que le pays va organiser sans le concours, je dirais logistique, de la MINUSTAH qui assurait le transport et la sécurisation du matériel sensible jusqu'au centre de tabulation. La relève doit être préparée
et c'est au Conseil électoral, provisoire ou permanent, qu'il revient d'effectuer les démarches préparatoires et de faire des mises en place nécessaires pour combler les lacunes que doit causer une telle absence. De toute façon, il est temps de doter le pays de son conseil électoral permanent qui attend de voir le jour depuis 1990. Du haut de cette tribune, j'en appelle à la conscience et à la perspicacité des parlementaires des deux branches du Parlement pour que, au-delà des frictions interpersonnelles ou intergroupes et dans une transcendance des intérêts ponctuels ou privés, la décision soit arrêtée de concrétiser ce prescrit de la Constitution amendée et de tourner enfin la page du provisoire dans l'organisation de nos joutes électorales. Ouais, ça a été une longue séance en Assemblée nationale hier où le bilan parlementaire a été présenté en long et en large par différents parlementaires et le discours de Joseph Lambert qui était arrivé aussi, un discours avec une rhétorique assez imagée. Et ça, c'est du Lambert. Oui, sur un ton à la fois régalien, mais je trouve duvalierien aussi, là. Hein? Bref. Et ça, c'était le discours de Joseph Lambert, dans lequel il a abordé pas seulement la question des élections qui s'en viennent, pour le renouvellement du tiers du Sénat, mais aussi il a abordé des sujets brûlants, des sujets de l'heure, des sujets qui fâchent, des sujets qui divisent. Il l'a dit d'ailleurs qu'il n'a pas peur de les aborder, ces sujets-là. Et parmi ces sujets, l'augmentation éventuelle du prix de l'essence. Il faut noter encore une fois qu'il n'y a pas d'augmentation du prix de l'essence en Haïti. Le gouvernement brandit le spectre justement d'une augmentation. Et apparemment, c'est le FMI qui aurait demandé au gouvernement de faire ça, d'arrêter de subventionner l'essence. Et si le gouvernement arrête de subventionner, ce qui va arriver, c'est qu'il y aura une augmentation substantielle automatiquement, faute de subvention de l'État sur le prix de l'essence. Ça, c'est une chose. Alors, Joseph Lambert a abordé cette question et ce qu'il a dit, c'est qu'il n'a pas pris position. Il a demandé aux deux parties de mettre de l'eau dans leur vin. Je ne crains pas, et j'insiste, je ne crains pas d'aborder les sujets qui fâchent. On nous accuserait de lâcheté, de cécité ou d'indifférence notoire si nous passions sous silence le problème qui fait quotidiennement la une des bulletins d'information ou des analyses des directeurs d'opinion. L'éventualité d'une augmentation des prix du carburant perturbe les consciences et effraie maintes catégories de la société haïtienne. Nous sommes avant tout des représentants du peuple dont nous devons en toutes circonstances assumer les préoccupations dans un geste de solidarité et une démarche d'empathie qui n'ignore pas tout de même les limitations et les contraintes auxquelles fait face l'État dans la gestion saine et sereine de la chose publique. Plusieurs syndicats, dans la défense légitime des intérêts des transporteurs et des passagers, sont montés au créneau pour énoncer les graves conséquences de toute hausse, pour la raison qu'elle pénaliserait le menu peuple et se répercuterait certainement sur le prix des produits de première nécessité ou de consommation courante. Alors que le pouvoir, de son côté, ne se lasse pas d'indiquer les pesanteurs qui alourdissent et ralentissent sa marche vers la satisfaction légitimement attendue des revendications populaires. Voilà, Joseph Lambert qui appelle les deux parties dans son discours de mettre un peu d'eau dans leur vin afin de trouver une solution, afin d'éviter d'en arriver à des manifestations de rue, de foulement du macadam, de tensions sociales.
On va rester dans la politique, mais cette fois, on va laisser le Parlement pour parler de ce rassemblement de Victor Benoît, le nouveau parti politique. Alors, on passe de fusion à rassemblement. Voilà. C'est différent, hein? N'est-ce pas? On le sait déjà, là, il y a quelques semaines, il y a eu pas mal de problèmes entre Victor Benoît et Madame Bozil, qui a repris un autre mandat à la tête de la fusion. Ouais. Et ça a fait beaucoup... Un mandat contesté. Ouais, ça a fait couler beaucoup d'encre. On en parlait justement depuis un petit bout de temps. On s'attendait à ce qu'il arrive à trouver une solution, mais non, apparemment, c'est un autre parti qui est lancé, et avec pas mal de membres de l'ancienne fusion, l'ancien parti fusion des sociodémocrates, Januma. Ah ben, maintenant, Victor Benoît a porté sur les fonds baptismaux son nouveau parti, qui s'appelle non pas Fusion quelque chose, mais Rassemblement des social-démocrates pour le progrès d'Haïti. Il l'a annoncé, il a dit, Fusion pour lui c'est du passé, ça a été une étape de sa carrière politique. Et aujourd'hui, il a avec lui beaucoup de gens qui siégeaient au sein de la fusion et qui font partie de son rassemblement maintenant. J'étais président Batia depuis 2011. J'ai passé la main à une autre personne. Et il se trouve que depuis environ 2 à 3 ans, nous avons aussi de dérive. J'ai fait parfois des remarques internes. Ça n'a pas marché. Donc j'étais accusé en face de la présidente alors qu'il n'était rien. Je pensais qu'à l'occasion que vous faites, il y avait une possibilité pour une nouvelle équipe qui montait. Moi, l'équipe, ce n'est pas l'équipe pas moi, pas l'équipe d'Abladeri, mais des jeunes qui ont une compétence, mais je ne peux pas le faire. Dans nos dérives que moi je fais là en Dabatia, je vais avoir des moyens pour moi corriger les. Donc, je pense que nous sommes capables de mieux utiliser la cause de la social-démocratie, la cause de la justice sociale, la cause de la démocratie politique à travers un autre instrument. Pour moi-même, la fusion, c'est du passé. C'est du passé dans ma carrière politique et c'est du passé dans la vie politique haïtienne. Parce que je pense que un outil est là, il pas dans la voie de la modernité. Victor Benoît a répété c'est du passé peut-être 4 ou 5 fois dans un extrait d'une minute. Il a même dit c'est du passé dans la vie politique haïtienne. Le parti, il y a une frange du parti qui continue de croire dans ce parti-là. En tout cas, bref. C'est du passé pour lui, mais dans la vie politique haïtienne, bon. On va voir. Dès qu'il n'est plus là, c'est du passé pour la vie politique haïtienne. Si on parlait de DDH, Jean-Luc. Oui, on va éclairer un peu la chose. On ne voit pas clair dans la fusion, mais bon, on va essayer de voir clair avec le DH. Et pour justement vous dire que, vous savez, le FMI avait demandé non seulement au gouvernement d'arrêter de subventionner l'essence, mais avait demandé au gouvernement d'arrêter de subventionner des organismes de l'État comme EDH aussi. Qui est très déficitaire. Très déficitaire pour l'assiette fiscale haïtienne. Et justement, le nouveau directeur de l'EDH, Hervé Pierre-Louis, dis-je bien, a rencontré la presse hier pour dire publiquement et indiquer au gouvernement, il a même adressé une lettre à Madame Lagarde de FMI pour lui expliquer que, voyez, nous, on est en train de nous prendre en main. C'est pas nécessairement une entreprise de l'État déficitaire. Au niveau de la facturation, au niveau des paiements, des factures d'électricité, il y a des améliorations et des augmentations qu'on observe en Haïti. Écoutons M. Pierre-Louis. Ça y est, les taux de facturation. Zone Port-au-Prince, en janvier 2018, il était 47%. En mars 2018, il est passé à 56%. L'ordre regroupé Port-au-Prince avec province ensemble. Taux de facturation pour janvier 2018 est 43,4%. Il passé en mars 2018 à 51%. De février 2017, recette pour zone métropolitaine était 276 millions. Il passé en février 2018 à 313 millions de gourdes. Recette en avril 2017 pour zone métropolitaine était 279 millions de gourdes. Il passé avril 2018 à 443 millions de gourdes. Il n'a pas apporté des chiffres seulement sur la facturation, mais apparemment, il y aurait des décisions pour améliorer la distribution de l'électricité. Oui, absolument. Hervé Pierre-Louis qui parle de vraiment d'une électricité d'État d'Haïti plutôt moderne, qui travaille
sur plusieurs sources d'énergie afin d'alimenter la région métropolitaine, notamment en électricité. Écoutons justement de nouveau Hervé Pierre-Louis qui parle de ça. Aujourd'hui, EDH déjà gagné 115 MW que la produit sous réseau. Et très prochainement, avec l'autre groupe Pélic qui va en marche, EDH promet pendant mondial que va passer production là à plus de 130 MW. Avec débranchement ça, gagnons avis qui va passer la caillou, cap dire que au sous liste débranchement. Vraiment des populations pas quitter ça, river nous, gantant à le payer. Il y a deux clients tout que EDH t'est débranché, qui pas retourner à le payer, qui comprennent que l'on débranché, on est capable de faire au moins un petit comme ce côté pour rebrancher tête. EDH gagne liste. Voilà, on a bien écouté. Mais vous savez que malgré on est en 2018, il y a pas mal de problèmes aussi au niveau de l'alimentation. C'est pas seulement des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité là. On a des problèmes sérieux aussi avec l'alimentation en eau potable. Ouais. Et apparemment, il y aurait un fonds. 60 millions. Pour améliorer la distribution. 60 millions entre les mains. Comment ça s'appelle maintenant? DINEPA, oui, voilà. Ça s'appelait CAMEP avant? Oui, ça s'appelait CAMEP. Vous vous souvenez de ça, hein? Ça s'appelait CAMEP. Oui, maintenant c'est DINEPA depuis un certain bout de temps déjà. Voilà, on va écouter le reportage d'Éloge Milfort de Radio Métropole. Manque d'investissement du trésor public, des réseaux vandalisés, tarissement des sources, le problème de la distribution de l'eau potable en Haïti a toujours été un casse-tête. Mais un an après l'arrivée au pouvoir de nouveau gouvernement, le problème serait sur le point d'être résolu. Dans l'ère métropolitaine notamment, une nette amélioration est en vue, si l'on en croit le responsable de la Direction nationale de l'eau potable et de l'assainissement, Guito Edouard. En juillet, première semaine, mois de juillet, nous allons inaugurer un gros réseau au niveau de Source Mariani, qui permet que 8000 mètres cubes d'eau par jour qui déconne au niveau de la région métropolitaine à partir de Source Mariani, il va passer à 24 000 mètres cubes. Des travaux pour améliorer le système d'eau potable de la région de Port-au-Prince sont également en cours dans les zones de Croix-des-Bouquets et du Pernier. Il s'agit, selon le numéro 1 de la DINEPA, d'interconnecter divers forages. En Pernier et Croix-des-Bouquets, eh bien, on a remarqué qu'il y a un tunnel qu'a fait en bas pour nous connecter ensemble 8 forages. 6 sont côté, 2 ont l'autre bord au niveau Pernier, et puis ça permet une nette amélioration de la production d'eau au niveau de la région métropolitaine. C'est pas promesse, c'est bagarre qu'a fait là où il y a. Le directeur général de la DINEPA se veut convaincant. Une nette amélioration de la distribution de l'eau potable de la capitale et ses environs se produira dans 3 mois. Et grâce à un financement d'un montant de 65 millions de dollars de la Banque interaméricaine de développement, Guito Edouard évoque l'expansion d'un certain nombre de projets à des villes de province. Il y a 65 millions de dollars que mettait à la disposition de DINEPA, qui va commencer à partir de semaine prochaine. C'est pour être capable d'augmenter la production d'eau, et non seulement au niveau de la région métropolitaine, mais au niveau de certaines zones rurales du pays, plus particulièrement dans le nord. Actuellement, seuls 64% de la population a accès à l'eau potable, un chiffre évoqué par le responsable de la DINEPA. Et pour pallier la problématique liée à la distribution, l'actuel gouvernement entend améliorer le système, notamment en réhabilitant les divers réseaux. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle, ou à vin plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli, ou même qui te voulait ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82, Montréal 438 876 93 98. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas.
L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. Voilà, 7h47, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, c'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto. Nous sommes également en direct sur Facebook, en différé sur WhatsApp, tantôt 438-395-1256 et sur YouTube. Alors, Jean-Étienne, on a une dizaine de minutes pour émettre nos idées. Oui. Des élections sans la MINUSTAH, tu avais l'air assez emballé par ce sujet-là qui te fâche ou... Non, écoutez, j'aurais aimé ne pas trop commenter ça, tout simplement parce que je suis resté aux Nations Unies au bureau de la communication. Et alors? Pendant quand même 8 ans. Pourquoi tu n'aimerais pas commenter ça? Mais c'est ce que j'explique. Tu es toujours là? C'est ce que j'explique. Ok, vas-y. Donc, pour avoir connaître cette institution en partie, peut-être que quelqu'un pourrait penser que mes idées pourraient être biaisées. Quand même, je suis resté pendant 8 ans, plus de 8 ans. En même temps, je pense que ma compréhension de ce système peut aussi permettre d'apporter des points de vue peut-être différents. Mm-hmm. Donc, d'entrée de jeu, j'ai bien précisé que j'ai été aux Nations Unies pendant cette période-là, mais il y a quand même des choses que je ne comprends pas par rapport au point de vue de M. Lambert. La première chose, je pense que définitivement, il faut qu'on arrive à un moment où on puisse se prendre en charge. Dans le sens où on fait plein de désordres en 2004. Mais il n'a pas dit qu'on ne devrait pas se prendre en main. Est-ce que je peux finir mes idées? Oui, est-ce que je peux intervenir parfois? Il n'y a pas de problème, merci. On discute. La première chose, il faut qu'on se prenne en charge. Parce que les Nations Unies ne viennent pas de partie d'Haïti. Ça fait peut-être plus d'1 an ou 2 ans, je ne me rappelle plus. On savait que aussi les Nations Unies n'allaient pas rester pendant tout le temps. La question là que M. Lambert se pose, c'est une question que les politiques et le gouvernement devaient se poser bien avant, même au moment où même les Nations Unies étaient là. Qu'est-ce qu'on peut prendre de ce système-là? D'ailleurs, on est membre fondateur des Nations Unies. On paie comme les États-Unis les frais en fonction de notre PIB à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut profiter de ce système-là? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on pourrait apprendre dans la gestion des élections avec les Nations Unies pour pouvoir les utiliser après son départ? Ça, c'est ce qu'on devait faire avant même le départ des Nations Unies. La deuxième chose que je ne comprends pas non plus, c'est que on fait tout ce qu'on a fait en 2004. On signe les choses, on fait venir les Nations Unies en Haïti. Les Nations Unies sont là, c'était très critiqué, on l'admet. Mais maintenant, on ne va pas se plaindre que les Nations Unies ne sont pas là, on ne peut pas faire les élections nous-mêmes, et je ne comprends pas. Là-dessus, c'est parce que dit Joseph Lambert, qu'on ne peut pas faire les élections sans les Nations Unies. Et Joseph Lambert a souligné que justement, c'est la première fois depuis 15 ans qu'on va devoir le faire sans les Nations Unies. Et pour ça, il attire l'attention d'un peu tout le monde, que ce soit les partis politiques, le gouvernement, la société civile et Haïti dans son entier, que on doit se prendre en main. Et attention, on n'a plus MINUSTAH, alors on pourra pas venir niaiser là. À mon avis, c'est ce que voulait Joseph Lambert voulait attirer l'attention sur le fait que les Nations Unies ne sont plus là et qu'on aura une responsabilité partagée pour organiser ces élections-là sans les Nations Unies. Est-ce que Joseph Lambert a évoqué le fait qu'on ne serait pas capable de le faire sans les Nations Unies? Je ne pense pas. Est-ce qu'il ne devrait pas attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'on sera seul pour les organiser? Et 15 ans... Si vous avez passé 15 ans à vous faire prendre en main par quelqu'un, du jour au lendemain, après 15 ans, on vous laisse marcher seul, ben il va falloir que vous vous débrouillez tout seul. Il va falloir prendre les dispositions. Là-dessus, peut-être que j'étais un peu exagéré au fait que je dis que
on ne peut pas faire les élections tout seul. Là-dessus, on se retrouve justement après 15 ans. On ne devait pas en train de se plaindre que les Nations Unies ne sont pas là. On devait vraiment s'en passer, à la limite, excuse-moi l'expression, s'en foutre pas mal que les Nations Unies ne sont pas là, mais on va faire notre affaire. On ne devait même pas en train de commencer à... De ce point de vue-là, on est d'accord. Excuse-moi. Et puis, de toute façon, 15 années, c'est quoi? Qu'est-ce que ça nous a ramené? C'est là la grande question. Qu'est-ce qu'il fallait mettre en place? Qu'est-ce qu'il fallait profiter de ce système-là qu'on contribue de façon directe ou indirecte à faire? C'est ça la grande question aussi. Déjà, un État n'avait pas nécessairement besoin des Nations Unies. Sauf que pour le cas d'Haïti, c'est nous qui avons appelé les Nations Unies. On a signé toutes les années pour qu'ils restent en On Haïti. sait comment ça fonctionne là. On sait comment ça fonctionne. Les Nations Unies nous a demandé de les appeler. Mais écoutez, on n'avait pas le choix de les appeler. Mais dans le discours officiel et sur les papiers, les Nations Unies vont toujours dire « Ah, c'est vous qui m'avez invité ». Ok, sauf que, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne peux pas non plus t'avoir comme partenaire. Sur les ondes, tu dis quelque chose. Après, tu me dis, écoutez, il faut que tu signes ça. Et puis moi, je suis d'accord, ok, je vais signer, mais c'est parce que tu me demandes de signer. On va pas Qui a dit ça? Non, je te donne un exemple. Toi, tu es mon partenaire. Ok? Tu veux que je vienne t'aider. Ok? Tu veux que je vienne t'aider. Mais je te dis, pour venir t'aider, il va falloir que tu signes un document où tu prends l'engagement public que c'est pas moi qui t'a demandé de venir m'aider, mais c'est toi qui m'as appelé. Et tu le fais quand même. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Même si, diplomatiquement, il y a des réalités, mais quand c'est votre président ou votre premier ministre qui va aux Nations Unies raconter, on a ça, en octobre, chaque année, vous signez à nouveau la chose, officiellement tout le monde le voit, on peut beau expliquer qu'il y a des réalités diplomatiques, mais dans la réalité des faits, c'est nous qui avons à chaque fois signé le document. Nous n'avons pas pris... Oui, non, écoutez, c'est dommage. Non, mais c'est clair, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais, regardez, les Nations Unies étaient en Haïti depuis 15 ans. C'était pourquoi? C'était pour stabiliser ce pays-là, que ce soit sur le plan politique ou autre. Haïti est stable aujourd'hui. Mais c'est justement ce que je te dis. Alors, écoutez, qu'est-ce que ça change que tu me dises que c'est moi qui ai invité les Nations Unies? Non, la seule fois en réalité où un chef de l'État avait invité les Nations Unies, c'était Jean-Bertrand Aristide, lorsqu'il les appelait en disant « Venez vite ». Parce qu'il était mal pris avec les rebelles. On se dit la même chose peut-être d'une autre façon. Ce que je suis en train d'expliquer justement, c'est la responsabilité haïtienne, y compris de Joseph Lambert, qui était pendant un bon bout de temps du mandat des Nations Unies, encore parlementaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous, les Haïtiens, qu'est-ce qu'on avait fait pour, premièrement, on ne devait pas les appeler les Nations Unies, ça c'est on l'a fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps-là pour que, les Nations Unies ne restent pas à 15 ans, et deux, qu'on puisse voir le pays se stabiliser. Alors, 1 an, 2 ans, le pays ne se stabilise pas. Vous êtes sénateur, vous êtes député, vous allez... De toute façon, c'est dans les règlements. Vous allez signer des documents toutes les années. Vous allez même demander toutes les années dans les assemblées internationales des Nations Unies. C'est pas seulement... Et puis maintenant, vous vous réveillez, après 15 ans, vous vous dites que le pays n'est pas stabilisé, mais c'est pas après 15 ans qu'il n'est pas stabilisé. On voyait que ça n'allait pas être stabilisé. Mais c'est les Nations Unies qui s'étaient donné ça comme mission. Mais les Haïtiens, ils sont où? Ils croisent des bras et puis on reste là tranquille. Non, mais ils étaient là pourquoi? Eux, ils disaient que vous m'avez invité, moi, parce que ce que je vous propose. J'en ai marre. Tu m'invites chez toi pour venir faire le gazon. Et que tu constates 1 an, 2 ans, 3 ans, ça se passe, je ne touche pas au gazon. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes tranquille, après 15 ans, tu dis, je n'ai pas touché à tes gazons? Je te mets dehors. Voilà ce qu'il fallait faire. Depuis 15 ans. Ouais. Et les gens qui sont placés pour ça, justement, c'est les Lambert et les présidents. Ils étaient là au Parlement pendant tout ce temps-là. On est d'accord de ce côté-là. Il y a une responsabilité haïtienne. Non, il y a une responsabilité haïtienne. Mais il me semble que tu es en train de dédouaner les Nations Unies. Non, au contraire. Au contraire, je ne dédouane pas les Nations Unies. Non, en tout cas, je ne l'entends pas. Je dis d'ailleurs, on ne devait même pas l'appeler. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne devait même pas l'appeler en 2004. On l'a appelé et ça fait 15 ans. Moi, je te dis que les Nations Unies, c'est pas seulement en Haïti. Les Nations Unies se fait appeler et exigent que ces pays-là les appellent. C'est toujours comme ça. Mais après, c'est dans leur règlement. Après, qu'est-ce qui se passe? Après quoi? Il faut rien. Il faut absolument rien. Dans quel règlement?
dans les règlements des Nations Unies. Si un pays n'invite pas les Nations Unies, il va débarquer, tout comme Haïti a dû officiellement inviter les Nations Unies à s'impliquer. Et ce sont les Nations Unies qui les ont demandé de les inviter. Et là, moi, là-dessus, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue-là. Tu ne vas pas me demander... C'est pas un point de vue, c'est un fait. Laisse-moi finir. C'est un fait. Tu peux finir? Tu vas pas me demander, tu vas pas me faire... Tu peux la parole quand tu veux, là. Non, mais attends, on peut beau avoir des opinions différentes, tu comprends? Mais il faut qu'on puisse s'entendre. Ah, non, on n'est pas obligé de s'entendre. En fait, il faut s'écouter au moins. Oui, je dirais pas s'entendre. D'accord, mais on n'est pas obligé de s'entendre. Il faut s'écouter, parce que là... Prends ton temps pour argumenter tes affaires, laisse les autres aussi faire le leur. Ah ben là. Il est 57, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Ce que j'allais dire justement, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans une logique. Vous me dites de vous dire de venir chez moi, après vous me laissez la responsabilité. Les Haïtiens devaient comprendre ça, l'État haïtien devait comprendre que dans ce système-là, vous êtes perdant et puis ça, c'est comme ça ça se passe. C'est pas parce que les Nations Unies vont vous dire que vous méritez et puis vous faites ça, vous signez les choses et puis après vous dites 15 ans, il n'y a pas de stabilité, comme si vous n'étiez pas là quand il n'y avait pas de stabilité. Il est 58, sur le 102.3, on est déjà parti, il me semble. Bonne journée dans ce cas-là. Et puis voilà, on est toujours sur Facebook. Et bonne journée à vous tous. À demain.